Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de cette émission qui vous accompagne désormais tous les matins. Nous sommes aujourd'hui le 3 juillet 2024 et souvent les 3 juillet, c'est la journée mondiale des sacs sans plastique. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de discuter de fond en comble avec notre invité sur ce sujet-là. Bienvenue encore une fois à vous. Vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Et pour ce matin, ce plateau est très féminin. Je suis avec Gisèle et Nachat. Bonjour les filles. Bonjour Blandine. Comment vous allez? Ça va bien et toi? Je vais bien. C'est bien de se retrouver en fille des fois. Hein? Ouais, ça fait du bien. On se dit tout et tout. N'est-ce pas? On va tout simplement dire c'est recommandé. Alors bonjour à toutes. J'espère que vous vous portez bien. Oui, ça va. Je me porte bien également. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau, les filles. Le plaisir de partager. C'est vrai que quand les filles sont souvent réunies là, et quand on commence, on ne finit pas. Mais on va gérer. On va quand même essayer de gérer. Ouais. Alors, dites-moi les filles, pourriez-vous abandonner vos études pour un homme? Pourriez-vous abandonner vos études pour un homme? Je commence par qui? Nachat. Ok, Nachat, on commence par toi. Est-ce que tu te vois abandonner tes études pour un homme? En réalité, je vais aller tout droit. Je dirais non. Mais non. Lorsque vous êtes ensemble, peut-être il peut arriver des problèmes ou quelques circonstances vont vous obliger également à abandonner. Mais je me dis, notre génération-là, abandonner les études pour un homme, déjà, il s'agit de quel homme d'abord? Ah, c'est ça. J'abandonne les études parce que l'homme là me promet de... C'est-à-dire que l'homme me fait des promesses une fois dans le foyer. Quelles sont les promesses? Parce que même s'il y a des promesses, bon... c'est pas sûr que l'homme là va respecter ou va tenir sa promesse. Ça, on va le dire tout simplement. Mais moi, sincèrement, abandonner les études, que ce soit, il y a certains hommes même qui demandent même de laisser le travail pour le mariage. C'est vrai quand il faut s'engager à à se marier et tout, je pense qu'il faut avoir un peu le temps pour prendre soin de son mari et également de ses enfants. Mais en même temps, ça ne donne pas, c'est pas une occasion d'abandonner carrément ce qu'on fait comme métier. Je prends l'exemple, je ramène toujours l'exemple de nous les journalistes, les animateurs et tout. On sait que c'est un métier qui est tellement carré. Et puis pour trouver un homme, il faut trouver un homme aussi qui comprend tellement. Et ce travail, c'est quoi ce travail? Quels sont les problèmes? À quoi faut-il s'attendre et tout? Mais non, laisser les études pour un homme, je dirais... Je vais conclure en disant que non, personnellement non. Quelles qu'en soient les raisons, je dirais non. Oui. Alors, Nachat dit non. Gisèle, toi tu dis oui. Bon, Blandine, moi je suis partagée. Je dirais oui et non. Okay. On commence par le oui, ça m'intéresse. Oui, parce que... pourquoi? Ça dépend, comme Nachat a dit, du type d'homme qui te fait cette proposition et de ce qu'il y a derrière cette proposition. Si l'homme te dit arrête tes études, supposons que tu as la licence, tu veux continuer peut-être en master ou tu as le bac, que tu veux continuer au campus et tout, et l'homme te dit, cet homme, supposons que c'est ton homme, d'accord, vous avez des projets, vous avez des visions, vous avez une base pour votre relation. Et il te dit, tu vois ma femme, ou bien tu vois ma copine, tu vois ma fiancée. C'est pas d'accord sa femme, hein? C'est copine. Je propose que tu arrêtes les études. Mais non, c'est à moi de jauger, d'observer, de voir. Oui. Si j'arrête mes études, est-ce que je vais vivre au crochet de cet homme ou bien est-ce que je vais être là, ne rien faire? Pensez à son avenir d'abord. C'est très important. Si l'homme me dit, arrête tes études, maintenant je te donne peut-être un fonds de commerce.
je te donne par exemple un fonds de commerce, pas n'importe, je ne parle pas des miettes. Hein. L'homme te donne un fonds de commerce, oui, un fonds de commerce. Estimation. Ça dépend de ce que tu veux faire. Okay. Je peux parler de taille, je peux dire 50 millions, je peux dire 30 millions, oui, pour peut-être, c'est pas des projets, voyager, aller acheter des marchandises, venir. Parce que après Dieu, c'est l'argent. Hein. Après Dieu, c'est l'argent. N'allons pas nous leurrer. Il y a bon nombre. Je ne suis pas en train de décourager les études, mais je parle des circonstances de la vie, des réalités. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui qui ont fréquenté, tellement fréquenté, ils ont des compétences, ils ont des diplômes, mais qui chôment. Aujourd'hui, si tu n'as pas d'argent, personne ne te respecte. Donc, moi, si un homme me dit, laisse tes études, peut-être que j'ai le bac, je veux continuer, il me dit, ma soeur, laisse tes études, je te donne un fonds de commerce, tu te lances dans les affaires. Si j'observe bien, je vois que, je calcule bien, je vois que si je fais les études jusqu'à arriver à un certain point, peut-être ce que je veux, je ne vais pas vraiment l'avoir. Mais si je me lance très tôt dans les affaires avec la somme qu'on va me donner, si je vois que je peux m'en sortir, ben je me lance. Mais quand je vois que non, cet homme même qui me dit arrête tes études là, lui-même il n'est même pas stable, il n'est même pas encore équilibré. Et puis pour sortir d'argent à ses problèmes, je ne vais pas le suivre. Je vais d'abord continuer mes études. Et s'il y a possibilité de faire les deux ensemble, c'est-à-dire continuer mes études et en même temps faire les affaires, si c'est possible, si je me discipline, si je peux le faire, je le fais. Dans le cas contraire, je ne le fais pas. Maintenant, non, dans le sens où, bon, je pense que je suis déjà rentrée dans le non. Je suis déjà rentrée dans le non parce que il y a des hommes qui font des propositions, des promesses en l'air. Ils font des promesses qui ne tiennent pas. Et puis aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, ou bien le monde même en soi aujourd'hui, c'est compliqué. L'amour aujourd'hui ne suffit pas, il y a toujours intérêt derrière. Que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme, il y a toujours l'intérêt derrière. Et si l'homme me dit, arrête tes études, s'il n'y a rien de concret, je vois que ça là, c'est pas des promesses, c'est concret comme ça, je veux voir. Hey, si c'est palpable, je peux toucher, je peux expérimenter, pourquoi pas? Il y a des cas où, par exemple, l'homme crée une entreprise et peut-être que vous vous êtes rencontrés dans son entreprise, tu es venu postuler pour un poste d'assistance ou bien de secrétariat bureautique, un truc du genre. Et voilà, il t'embauche quand même, après vous vous mariez, et par après le gars, il te dit, écoute, mon entreprise n'est pas une entreprise familiale. Du coup, je préfère que tu restes à la maison, que tu t'occupes de tes tâches ménagères et que moi je gère le boulot. Et une fois que des fois même on promet à ces femmes-là, si tu quittes le boulot, le salaire que tu as, je te donne ce salaire-là pour la fin de chaque mois. Mais non, on voit que les gens commencent par le faire. Peut-être le premier mois, peut-être le deuxième mois, peut-être le troisième mois. Et puis, bon, stop. Dans ce genre de situation, en tant que femme, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que tu es déjà mariée, tu es dedans. Peut-être que tu n'as pas eu un projet qui te permette, par exemple, de quitter ton foyer, de te mettre quelque part avec tes enfants pour pouvoir évoluer dans la vie. Si jamais on se retrouve dans ce genre de situation, comment est-ce qu'on peut gérer? Je pense que, bon, pour l'exemple que tu veux donner, j'ai une grande soeur qui est dans le même problème. Et son mari, c'est un gendarme. C'est un gendarme, oui. En fait, bien avant leur mariage, bon, en tout cas, quand on parle des promesses, que les hommes ne tiennent plus à leurs promesses, c'est ça. Juste après l'accouchement, bon, le monsieur l'a demandé, bon, après l'accouchement et tout, elle va commencer son travail. Elle est secrétaire. Elle va lui commencer son travail. La dame, elle était tellement contente. Maintenant, l'enfant a déjà 2 ans ou bon, 1 an et demi comme ça. Et la dame demandait à sa maman, on avait fait une promesse que juste après l'accouchement, lorsque l'enfant sera un peu chose, je vais recommencer mon boulot. Et puis c'est là, l'homme dit, pas question, tu restes à la maison pour prendre soin de ma famille d'abord et puis de mes enfants.
Alors, à chaque temps, quand tu vois la danseuse, elle se lamente à tout moment, elle se dit, bon, maintenant elle est à la maison, elle ne fait rien du tout, elle est là, c'est vrai que l'homme fait pour elle, mais en fait, ce n'est pas suffisant. Lorsque, par exemple, tu travailles avant de te marier, après le mariage, tu es à la maison, c'est impossible en fait, quoi. On ne parle pas d'ici. Il y a des hommes qui disent non, les femmes battantes, c'est pas une affaire de femmes battantes, c'est une réalité, c'est ce que nous vivons actuellement. Parce que, disons ce que moi je dis, prendre une femme qui ne fait rien du tout, pas de commerce, pas de boulot, dans un foyer, mais qu'est-ce que la femme peut faire concrètement? Un jour, l'on peut être dans un problème où peut-être que, bon, son travail, ce n'est plus ça. La femme est à la maison, mais qui va nourrir qui concrètement, alors que vous avez déjà des enfants? Moi, je pense que bon, il faut beaucoup communiquer autour de ce sujet-là. Ça concerne surtout nous, les jeunes filles. Je pense qu'il faut beaucoup parler. Les hommes aussi doivent comprendre certaines choses à un moment donné. Mais moi, je vais dans la même lancée que Nachat. Moi, je dis souvent, au grand jamais, faudrait pas laisser ce qui te nourrit pour un homme. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Pourquoi? L'homme, c'est un être, je ne peux pas dire volatile, mais dans le feu de l'action ou bien dans certaines situations, te fait des promesses, peut-être pour tes beaux yeux et tout ça. Mais après, dans la réalisation, ça devient autre chose. Mais non, dans le mariage, c'est autre chose. Dans le mariage demande à ce que les deux personnes qui se sont associées pour le mariage fassent des compromis. Les compromis ne doivent pas seulement venir de l'homme ni de la femme. Ou que la femme demande trop l'homme demande trop à la femme. C'est vrai qu'on dit souvent que c'est la femme qui tient le foyer, l'éducation des enfants, c'est plus dans la main de la femme. Mais ça ne veut pas dire que la femme reste oisive, elle ne fait rien, elle prend uniquement soin des enfants. Moi, je reviens toujours dans le sens où la femme, par exemple, elle est c'est pas manager quelque part, elle est animatrice, elle est journaliste, je ne sais pas quoi. Et une fois mariée, l'homme lui dit, arrête ton boulot, viens rester à la maison, occupe-toi des enfants et tout. Si cette femme-là a des rêves dans son métier, c'est-à-dire avant d'entamer son métier, elle a des passions. C'est que il y a certaines passions, si tu ne les vis pas, tu n'es pas heureuse. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Mais si cette dernière sait que dans certains cas, vu la situation, ce débat, ça va de soi. Il faudrait que chacun arrive à faire la part des choses quand tu arrives dans la situation donnée, dans une situation donnée. Si la femme sait que je peux sacrifier mes rêves ou ma passion au détriment de ma famille, tant mieux. Mais si tu sais que tu ne peux pas, vaut mieux dire non dès le départ. Et puis, moi, il y a une chose aussi que je plains, c'est que la plupart des problèmes qu'on rencontre dans nos foyers ou bien dans nos relations humaines, dans nos relations professionnelles, c'est parce que à la base, on ne se dit pas l'essentiel. On ne se dit pas ce qu'il faut au moment où il faut. Chacun fait, je ne sais pas, veut montrer le visage d'ange. Et quand on arrive dans le foyer, les problèmes se font. Parce qu'un homme qui sait que c'est que j'adore mon travail. Il sait que c'est ma passion. Si je ne le fais pas, je ne suis pas en paix. Même si le travail que je fais ne me paie pas bien là. Il sait que j'aime ça. Il sait que j'aime ça. Avant de venir me dire de laisser tomber ce travail, il va avoir un plan B pour moi. C'est que forcément, c'est qu'il va me proposer quelque chose qui sera à la hauteur de la passion que j'ai pour ce travail. Et je pense que si c'est que à la base les choses se sont, vous êtes dites les choses très claires, chacun sait, je ne pense pas que c'est important. On pourrait éviter beaucoup de problèmes. Mais c'est quand, bon, le travail même que toi-même tu fais là, c'est genre, avant de te lever aussi, c'est problème, mais tu vas au travail, tu ne respectes pas peut-être les heures d'entrée. Les hommes ne sont pas fous en réalité. Quand les hommes, il y a certains, bon, je ne dis pas tous les hommes, mais il y a certains hommes qui sont des zinzins, mais il y a certains hommes qui ne sont pas fous, au fait. Pour venir faire certaines propositions aux femmes, soi-disant, viens rester à la maison, ne fais rien. Je pense qu'il y a un problème. En fait, ça dépend de ce que la femme aussi raconte à tout moment à son nom. Je
pense qu'il il faut partager ses problèmes, ses peines et tout, mais c'est pas tout qu'il faut dire également. Exactement, c'est que... Il y a des choses qu'on doit garder pour nous-mêmes, pour soi-même. Maintenant, s'il faut parler, résumer, moi je dirais plutôt, lorsque les hommes aussi arrivent à comprendre ce que nous les femmes on fait comme travail, je pense qu'on pourra maintenant encourager une complémentarité une fois dans le foyer, tout simplement, parce que l'homme joue sa partition, la femme également fait sa part. Lorsqu'il y a un problème, et si l'homme n'a pas d'argent, l'homme n'a pas de sous, la femme peut gérer en attendant que l'homme. C'est vrai qu'on dit, bon, c'est l'homme qui fait tout, la femme est sous l'homme, mais il peut arriver à un moment donné, maintenant ça ne donne pas la force ou l'occasion à nous les femmes de pouvoir dire, bon, c'est moi qui gère tout dans le foyer. Il faut savoir faire la part de choses. Moi, la complémentarité, ça m'intéresse également dans un foyer, dans une relation. Quand il y a une complémentarité, je pense que, bon, ça peut aller. Pour résumer, moi, pour résumer, je dirais non, que la femme n'abandonne pas son travail ni ses études pour l'homme, parce que quand l'homme va prendre tout en charge, toi tu ne fais rien. Rappelle-toi qu'un jour il va t'insulter pour ça. Que tu es là, je te nourris, chaque jour je te fais ça, je te fais ça. Mais du moment où tu sais que tu peux abandonner tes études ou ton boulot pour un homme, assure-toi que la proposition derrière soit de taille. Que cette proposition-là te permet de te surpasser, te permet d'être indépendante dans tous les sens du terme. Comme ça, ça ne sera pas seul l'homme qui fasse tout. Ou bien ça ne sera pas que tu vives au crochet de cet homme-là, mais que tu puisses t'épanouir, même si ce n'est pas ton boulot, même si ce n'est pas ton travail de base, que tu aies peut-être un business ou bien quelque chose qui te rapporte beaucoup, qui va te permettre rémunératrice. Voilà. L'important, c'est d'être dans un confort, dans un bien-être, pardon. C'est très important C'est vrai que quand on est femme, c'est souvent compliqué, mais pensons d'abord à notre bien-être. Quand on parle de bien-être, on parle de santé également, on parle de psychologie. Il faudrait que la femme se sente bien dans tout ce qu'elle fait. Donc, mesdames, c'est tout pour aujourd'hui. Hein, c'est les conseils que nous avons à vous donner en ce matin. Merci nos les avis, filles. hein. Ah oui, On parlait de nos avis. Avis, oui, c'est très important. Très important. Avis, parce que les avis divergent. Donc, voilà, c'est nos avis. Nous allons donc poursuivre cette émission et tout de suite place à l'info du jour. La République démocratique du Congo possède un sous-sol extrêmement riche en minerais, notamment dans la région de Lubumbashi, au sud du pays, où se trouve une importante industrie minière. Cependant, cette exploitation minière intensive a également entraîné des problèmes environnementaux majeurs comme la pollution de l'eau, du sol, de l'air, dénoncés par des ONG locales. Plus de précision avec nos confrères de TV5 Monde Info. Juste avant le jingle, s'il vous plaît. J'ai oublié de lancer le jingle. Le lancement par rapport à notre info du jour, hein, qu'est la pollution du côté de la RDC. Nous suivons et nous revenons juste après. Sans eau, pas de travail. Pourtant, c'est à contre-cœur qu'Ungaji Kazembe arrose sa plantation. Car cette eau que l'agriculteur puise chaque jour dans la rivière Luano est impropre à la consommation. Attaquée par un mélange de sable et de roches de la mine locale, la terre noircie se meurt. La terre est noire jusqu'à environ 1 mètre. La couche de dépôt de Rwashi Mining est bien au-dessus. Les légumes ne poussent plus comme par le passé. Pour que ça pousse, il faut de grosses dépenses. Par le passé, comme il dit, la terre était naturellement fertile. Aujourd'hui, les paysans de la région doivent utiliser des engrais chimiques coûteux pour pallier le manque de rendement. En cause, l'exploitation industrielle il y a une vingtaine d'années de la mine locale par Rwashi Mining, devenue en 2013 une filiale à 75% de la multinationale chinoise Jinchuan Group. Les 25% restants sont détenus par la compagnie minière publique congolaise, la Gécamine. Dans cette région, les sols regorgent de cuivre et de cobalt, indispensables à la fabrique des smartphones. Des minerais dont l'exploitation fait courir un risque aux 400 000 personnes vivant à proximité de la mine. Thérèse Ngoy, enseignante de 58 ans, utilise elle aussi l'eau à contre-cœur. Elle affirme que les enfants ont quasiment tous des problèmes de santé liés à sa consommation. Quand ils font les explosifs dans
leur usine là-bas. Il y a de la poussière qui monte sous forme, et parfois sous forme de la farine. Et cette poussière-là provoque pas mal de maux de yeux chez les enfants, même chez les adultes. Cette aberration, 3 ONG locales appuyées par des chercheurs la dénoncent et appellent les autorités à réglementer le secteur. Pour le moment, il y a des maladies qui sont documentées. Il y a des maladies sur la peau. Il y a, par le passage de la chaîne alimentaire, surtout chez les femmes, on a constaté de malformations congénitales à la naissance. Nous avons demandé à la population d'éviter d'utiliser cette eau, surtout pour la consommation directe ou pour arroser. Contacté, Roachi Mining assure que l'entreprise dispose d'un département environnement qui prélève régulièrement des échantillons d'eau et d'air sans plus de précision. Voilà, je vous le disais à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale sans sac plastique. Et justement, nous venons de voir dans ce dossier que voilà, il y a la pollution du côté de la RDC. Cette pollution, c'est vrai que les mines, c'est une richesse. Mais en même temps, quand ça pollue le sol, ça pollue l'air, ça fait en sorte que la population n'est pas à l'aise parce que déjà, cette population consomme de l'eau et cette eau, elle est polluée, c'est mauvais pour leur santé. Je pense qu'il y a quand même un problème. Et alors, je pense que le problème, si c'est la gestion, il faut savoir comment gérer ça. En tout cas, la santé environnementale maintenant est au centre des discussions en ce qui concerne le bien-être de l'être humain et tout. Donc, bon, chacun aussi doit jouer sa partition. On doit préserver l'environnement, c'est très important. C'est très important de préserver l'environnement. Et donc, on poursuit cette émission tout de suite, le jingle du dossier du jour. Nous vous proposerons chaque mercredi dorénavant un dossier sur un thème. Et aujourd'hui, le thème du dossier que nous vous proposons, c'est le danger des produits pour le vagin. Vous savez que les femmes insèrent aujourd'hui plusieurs types de produits compromettants qui pilulent sur les réseaux sociaux, qui soi-disant rétrécissent le vagin. Selon les spécialistes, ce sont des pratiques très dangereuses pour la santé sexuelle de la femme. Gisèle Sossou nous en dit plus dans ce dossier. Ovules à base de plantes ou d'argile, des cristaux de menthe, de la pierre d'Alain sont entre autres des produits à caractère douteux que les femmes insèrent dans le vagin, soit pour le rétrécir ou soit pour donner plus de plaisir lors des rapports sexuels. L'utilité de ces produits est sans appel et peut même évoluer vers des complications graves. D'abord, comme ces produits, ça va irriter la flore du vagin. D'accord, c'est cette partie de la flore qui protège le vagin lui-même. Quand cette irritation sera importante, ça va entraîner ce qu'on appelle les infections. Donc, ce sont des femmes qui vont venir à tout moment nous voir pour des infections à répétition. Ensuite, ça va s'aggraver, ça va devenir chronique. Ce sont des femmes aussi qui vont venir parce que lorsqu'elles font les rapports sexuels, elles ont toujours mal. L'ironie de l'histoire, quand elles ont mal, elles pensent que c'est le vagin qui rétrécit et c'est pour ça qu'elles ont mal. Non, c'est parce que l'infection a atteint un niveau et puis elles ont mal à tout moment. Après cette étape, on aura d'autres complications, surtout les produits qui ont en quelque sorte un effet hormonal. Ça va entraîner des troubles du cycle chez cette femme, jusqu'à arriver à un moment où les complications graves vont s'installer. L'une des complications graves que nous avons, c'est l'infertilité. La complication ultime qu'on peut avoir, c'est la chynécie vaginale. Le fait que les deux bords, ou bien les bords du vagin sont irrités, sont blessés, les deux se collent et elle n'a plus d'orifice vaginal. Le vagin peut être rétréci, mais uniquement par intervention chirurgicale. Il peut arriver qu'on rétrécisse le vagin pour des raisons X, Y, mais c'est chirurgical. Ce n'est pas forcément le fait d'avoir fait plusieurs rapports sexuels qui fait que le vagin peut s'élargir. L'accouchement à lui peut faire que le vagin va s'élargir et il va plus. Donc nous, médecins, on peut rétrécir de manière chirurgicale cet élargissement. Mais les produits, non, on ne connaît pas des produits qui peuvent rétrécir le vagin.
Le premier réflexe que doit avoir une femme lorsqu'elle a un problème lié à sa partie génitale est de consulter un gynécologue le plus rapidement possible. Éviter d'insérer n'importe quel produit dans le vagin est très indispensable pour préserver sa santé et avoir une vie sexuelle épanouie. Voilà, l'un des objectifs de cette émission est de vous donner des informations vraies, des informations concrètes. Et voilà, aujourd'hui, nous avons une réponse par rapport à ce sujet qui abonde notamment sur les réseaux sociaux, comme quoi il y aurait des produits qui rétrécissent le vagin. Il y a le gynécologue qui vient de nous dire que pour rétrécir le vagin, c'est uniquement par voie chirurgicale. Les filles. J'espère que vous n'étiez même pas dans la gamme là. Ah, ça c'est clair, parce que aujourd'hui, c'est vrai que c'est une situation très alarmante et qu'on déplore d'ailleurs avec toutes les informations qui circulent sur les réseaux sociaux. Vraiment, c'est dommage que les jeunes filles, même les femmes mariées, s'adonnent à cette pratique. Parce que si on ne voit pas les conséquences à court terme, à long terme, c'est sûr qu'il y a les cancers, il y a beaucoup de choses, les kystes, les fibres, beaucoup de choses beaucoup de conséquences qui peuvent agir sur notre santé si nous nous attelons à pratiquer, à s'adonner à ces pratiques-là. Donc moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Le dossier ou bien le dossier, le gynécologue en a parlé. Il faudrait juste sensibiliser la jeunesse. C'est que le vagin même s'auto-nettoie. C'est ça. Le vagin est propre même que la bouche. Oui. La bouche qu'on lave tous les matins. Oui, le vagin s'auto-nettoie. Oui. Donc, c'est que quand tu accouches, et que c'est normal que l'orifice ou bien du vagin s'élargisse. Mais c'est pour un temps, ça va revenir. Il y a même des pratiques au niveau des kinésithérapies, le plancher pelvien, des exercices qu'on fait pour rétrécir le vagin. C'est que pour raffermir les muscles. C'est mieux, c'est même plus thérapeutique que de s'adonner à ces choses, ces tisanes qu'on ne maîtrise pas et qui peuvent engendrer des choses pas bien sur notre santé. Donc moi, c'est ce que j'ai à dire, que chacun prenne conscience de cette situation. Voilà. Bon, moi, je n'ai rien à ajouter, sincèrement. C'est un sujet d'actualité. Il faut qu'on en parle. Et puis, sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y a tout le monde. Il y a des coachs et autres, tout ce que vous savez, tout ce que vous connaissez déjà, qui viennent donner des conseils, des astuces. Je pense que je l'avais dit ici un jour, c'est pas tout ce qu'on trouve sur les réseaux sociaux qu'il faut forcément mettre en pratique chez soi à la maison. Maintenant, si vous avez un problème, le mieux c'est d'aller voir un spécialiste tout simplement que de prendre ces produits. Souvent même, il y a quoi, tu parlais même ici, il y a du gingembre, ail, tout bon. Général, c'est comme c'est devenu même. On préparer la sauce ou quoi. Préparer la sauce et tout. Alors, le mieux c'est d'éviter ces produits pour sa santé. En tout cas, si quelqu'un a envie d'avoir des conseils concernant comment rétrécir son vagin, je pense que les gynécologues sont les mieux placés pour répondre à ces questions. Donc, c'est une question de bien-être. Si vous voulez rétrécir forcément votre vagin, direction hôpital. Alors, le gynécologue a dit, il n'existe pas des produits pour rétrécir le vagin. Et puis, direction hôpital. Rétrécir ou pas là, l'homme va te tromper. En fait, c'est ce que les il va te tromper. Nous marquons une pause publicitaire, nous revenons. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Merci d'être toujours là, de nous suivre dans cette émission. Alors, vous savez, lorsque la fréquence des selles diminue et que leur évacuation est difficile, on parle de constipation. Elle peut être passagère ou chronique si les symptômes persistent au-delà de 6 mois. Pour l'éviter, nous vous proposons justement aujourd'hui quelques astuces avec Nashat Chazodi. Ce sera juste après le jingle. Alors, Nashat, aujourd'hui, nous allons parler des astuces pour pouvoir éviter la constipation. En tout cas, merci pour le sujet là. On dirait tu es rentré dans mon corps et puis tu as fait sortir le sujet. Merci. Très bien. Dorénavant, tu vas me parler de tes problèmes et puis je viens pour donner des astuces également. Les spécialistes nous parlent. Alors c'est vrai, comme tu l'as déjà annoncé, ce matin on va juste donner quelques astuces pour éviter la constipation. Maintenant peut-être qu'on va parler de la constipation occasionnelle, pas aiguë, parce que lorsque c'est aigu là, dans ce cas il faut se rendre rapidement à l'hôpital. Mais bien avant de donner des astuces, on va parler des facteurs de risque ou les facteurs qui occasionnent la constipation. Déjà on peut avoir du changement de régime alimentaire ou encore le déséquilibre alimentaire, une alimentation pauvre en fibres alimentaires et également le fait de ne pas bien s'hydrater également peut entraîner la constipation. Alors la première astuce qu'on vous propose ce matin, c'est de prendre le temps de bien manger. C'est très important parce que même si à un moment donné on a tellement faim, souvent je fais des blagues ici, même si on a tellement faim n'importe comment, il faut avoir un peu, au moins lorsque vous êtes devant un repas, prenez le temps de bien manger, de bien mastiquer les aliments en question avant d'avaler. C'est très important. Alors, la deuxième astuce, c'est de bouger pour bien digérer. Est-ce que vous comprenez? On n'a pas besoin de trop expliquer sur ce point parce que souvent, lorsqu'on finit de manger, par exemple, quand on est sur place, on finit de manger. Hier, on parlait du petit déjeuner ici. Lorsqu'on mange, par exemple, à Koumé, à Imolu, au Com, le riz et tout, en tout cas les aliments qui sont un peu lourds, souvent on a envie de dormir. Je vous ai parlé de ça hier. Alors on est sur place, je pense que ça n'encourage pas aussi essayer de faire peut-être une petite marche lorsque vous êtes au boulot. Je passe toujours souvent boulot parce que au boulot on n'a pas tellement de temps pour soi-même. Et puis également, j'allais oublier le stress aussi qui peut également entraîner une constipation dans les facteurs occasionnels. Maintenant, faire des petites marches, peut-être de 5 ou 10 minutes lorsque vous finissez de manger. Alors, la troisième astuce, c'est de bien s'hydrater, dont je parlais parmi les facteurs qui peuvent occasionner la constipation. On sait généralement qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, tout simplement. Déjà, c'est pour notre bonne santé. La troisième ou la quatrième, c'est se masser le ventre. Lorsqu'on est constipé, essayez de faire des massages. Prenez juste la paume de votre main, vous faites quelques massages, ou soit vous allez aux toilettes, vous êtes assis sur une peau, vous essayez de masser un peu le ventre. Tout ça permet également, peut-être que ça dépend, ça dépend de chacun. Ça permet également peut-être de bien digérer lorsque vous êtes assis sur le truc en question. Pour terminer, il s'agit de manger plus de fibres alimentaires. Donc je l'avais dit, bien gérer votre alimentation, c'est très important lorsqu'on veut éviter également la constipation. Alors voici quelques aliments à privilégier. Il s'agit également des légumes verts, des haricots secs, des lentilles et pois cassés, farine complète, du soja et tout ce que vous voulez. Mais également, avant de consommer ces aliments, il faut voir l'avis ou demander l'avis de votre nutritionniste. Lorsque vous n'avez pas un nutritionniste, rendez-vous au centre de santé, on va vous diriger vers un nutritionniste qui va vous donner des conseils parce que ça dépend de notre organisme. Tout ce que nous consommons, c'est vrai que l'aliment c'est un médicament, on le dit souvent, mais il faut également avoir l'avis, la liste d'un nutritionniste avant de consommer ces aliments. Voilà un peu. C'est ça.
Ça serait tout pour aujourd'hui. Ok, On va pas j'espère. beaucoup parler, c'est très important. Il faut juste J'espère donner qu'on- quelques. Oui, Prochainement, on j'espère quand verra même ce que qu'on peut dire. Nos chers téléspectateurs ont pris note de toutes ces astuces-là et qu'ils les mettront tout simplement en pratique. Nous allons encore marquer une pause et nous revenons après pour recevoir notre invité. Retour sur ce plateau, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien parce que voilà, nous ne disons que de bonnes choses ici. Nous sommes à présent en compagnie de notre invité du jour, Monsieur Fomedi Kossi Kouma. J'ai bien prononcé. Oui, c'est ça. Il est responsable de plaidoyer et résilience climatique du côté de l'ONG JVE. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur ce plateau. Ah, c'est moi qui vous remercie. Alors, avec vous, nous allons parler du thème sachet plastique. Quelle alternative pour réduire l'impact sur notre santé et environnement? Et déjà, la toute première question que j'aimerais vous poser, c'est quels sont les problèmes principaux qui sont liés à l'utilisation excessive des sachets plastiques? Ok, merci. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir intervenir sur ce sujet. Bon, tout d'abord, j'aimerais saluer tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Je salue mes collègues de l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement. Donc l'ONG, je dirais, bon, tout d'abord, je dirais que l'ONG Jeunes Volontaires pour l'Environnement, c'est une ONG environnementale qui est installée depuis 2001 au Togo. Donc nous avons plus de 20 ans. Donc pour revenir à la question, bon, aujourd'hui lorsqu'on prend le monde est confronté à beaucoup de problèmes d'ordre environnemental. Bon, aujourd'hui on parle d'une triple crise. Il y a ce qu'on appelle la perte de la biodiversité, les changements climatiques et puis les pollutions. Donc souvent quand on parle des pollutions, on pense à la pollution de l'air. Il y a aussi la pollution plastique qui est dedans. Voilà. Aujourd'hui, on voit un peu partout, nous utilisons les sachets. Bon, c'est dans le vécu de nos quotidiens. Lorsque nous allons dans les magasins, les emballages, c'est constitué à la plupart de sachets. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que ces sachets ont des impacts sur notre environnement et puis sur notre santé? Déjà, quand je prends de 1950, selon les études de 1950 de nos jours, on a produit à peu près 9 à 10 milliards de tonnes de sachets plastiques dans le monde. Et selon c'est énorme, c'est tellement énorme. Et selon les prévisions du PNUE, bon, le programme des Nations Unies sur l'environnement, ils ont estimé que on produit dans le monde à peu près 430 millions de tonnes de sachets plastiques dans le monde par an. Voilà, c'est tellement énorme. Et dans les 9 à 10 milliards dont je parlais tout de suite, c'est à partir de l'année 2000 à 2022 que cette augmentation-là a doublé. Voilà. Donc, ça fait que l'usage de ces sachets-là ont des conséquences. Quand je prends par exemple les océans, par exemple, vous allez voir que il y a deux types de sachets. Il y a les sachets biodégradables et les sachets non biodégradables. Et vous allez voir qu'il y a aussi une classification où on parle des sachets thermodurcissables. Donc, c'est tellement dur qu'on ne peut pas le recycler. Il y a aussi ce qu'on appelle les sachets thermoplastiques. Bon, qui représentent à peu près 80%. Ça, on peut les recycler. Maintenant, une fois que ces sachets-là se retrouvent dans nos océans, ça produit ce qu'on appelle les microplastiques. Ça veut dire que ça se décompose en de petites particules. Maintenant, on sait que bon, au niveau de la mer, il y a la biodiversité marine qui est là-bas. Les poissons aussi ingèrent ces microparticules-là. Et vous allez voir qu'à la fin, cette biodiversité-là est perturbée. Alors que bon, le monde est créé d'une manière qu'il faut avoir, disons, une harmonie, un équilibre au niveau de l'environnement. Donc, une fois qu'il y a ce déséquilibre-là, ça agit sur l'environnement. Maintenant, lorsqu'on revient au niveau de l'agriculture, une fois que ces sachets-là se retrouvent dans le sol, ça détruit nos sols. Aujourd'hui, on parle de faible de rendement agricole. Voilà. Et ces sachets-là ont une durée de vie tellement élevée, très élevée. Bon, voire de 100 ans à 1000 ans. Bon, ça dépend aussi du type de sachet.
ce que nous utilisons. Que nous utilisons, voilà. Donc les sachets là, on les utilise au quotidien. Au quotidien. Pour payer le riz, tout ce qui va avec. Alors dans ce cas, quels sont les matériaux alternatifs aux sachets plastiques qui sont plus respectueux de l'environnement? Ok. Bon, je voulais aussi parler de... Bon, aujourd'hui, on parle des changements climatiques aussi. Oui. Les sachets aussi contribuent à ça. En 2019, il y a à peu près... les sachets ont contribué à 1,9 milliard de tonnes de gaz à effet de serre dans le monde. Ce qui représente à peu près 3,4% de toutes les émissions mondiales. Mais il faut dire que lorsqu'on vient en Afrique, l'Afrique ne contribue qu'à peine 4%. Donc, vous voyez que c'est tellement énorme. Ça contribue aussi au phénomène du changement climatique. Parce que nous crions aujourd'hui qu'il fait très chaud. C'est à cause de nos comportements. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est ça la question. Voilà. Aujourd'hui, on parle de... Bon, c'est ce qui a amené même cette journée-là du 3 juillet pour sensibiliser la population à adopter des gestes éco-responsables vis-à-vis de notre environnement, vis-à-vis de la gestion des sachets plastiques. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que nous devons aller vers l'utilisation des sachets non dégradables, voilà, les sachets bio, voilà, les sachets biodégradables. C'est-à-dire que ces sachets-là sont faits à base des matières que, une fois dans l'environnement, ça peut se dégrader facilement, voilà. Et à part ça, on doit réduire. Bon, aujourd'hui, on ne veut pas dire aux gens de stopper carrément l'utilisation. Non, il faut une transition, une phase de transition. C'est-à-dire qu'on doit réduire. Vous allez voir qu'aujourd'hui, quand on va au marché, tu achètes quelque chose, on te donne sachet plastique. Peut-être, bon, par exemple, tu achètes piment, on te donne un sachet plastique. Tu achètes oignon, on te donne un sachet carrément. Ça veut dire que c'est à usage unique. Bon, nous conseillons aussi d'utiliser les sacs. Les sacs sont conseillés aussi à utiliser. Donc, c'est des alternatives que nous devons utiliser aujourd'hui pour pouvoir protéger notre environnement. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation de ces sacs-là réutilisables en tissu ou en toile par rapport aux sachets plastiques? Ok, je dirais que tout ce que nous utilisons a toujours des impacts. Bon, mais l'impact là est tellement minime. C'est vrai que quand on parle de sachets plastiques, il y a, disons, la pollution plastique, il y a les dépotoirs. Maintenant, lorsqu'on vient, je parlais tantôt de ces sacs-là. Bon, une fois, ces sacs-là, on peut les utiliser plusieurs fois. Mais eux aussi peuvent se retrouver dans les dépotoirs. Et aujourd'hui, on est dans, dans cette dynamique-là d'aller vers la gestion aussi des déchets textiles. Bon, pour le moment, ce n'est pas encore mis en œuvre dans nos pays. Mais on doit aller ici vers là parce que les sachets-là qui sont fabriqués, c'est à base de nos pagnes, c'est à base de ces matières-là que c'est fabriqué. Bon, ça a aussi un impact, mais l'impact là est minime une fois que ça se trouve dans l'environnement. Mais on doit changer le moins de mal. Voilà. Alors, justement, pour pouvoir aller vers les sacs en toile et autres, quel est l'apport du gouvernement? Comment est-ce que les gouvernements et puis les entreprises peuvent-ils véritablement arriver à convaincre la population d'aller vers l'utilisation des sacs à base de toile plutôt que des sachets plastiques? C'est ça. Je me souviens, je pense en 2011, si ma mémoire est bonne, le gouvernement avait pris un décret et par rapport à la gestion des sachets plastiques où il était interdit de pouvoir importer, de pouvoir produire les sachets plastiques au Togo. Mais bon, depuis là, on en est où? C'est ça la question. Voilà, je pense que le ministère de l'Environnement aussi fait des efforts dans ce sens-là. Mais je pense qu'on doit continuer à faire les sensibilisations. Mais dans la question, c'est de savoir, il y a aussi la population qui se nourrit. Il y a la question économique aussi qui est là-bas. Il faut trouver une solution à ça. Si on interdit carrément aux gens de ne plus produire ces sachets-là, qu'est-ce que les gens vont manger à la maison? Parce que nous avons nos mamans aussi. C'est à base de ça aussi qu'elles gagnent leur pain quotidien. Voilà. Maintenant, il faut trouver une autre mesure pour, comme une alternative par rapport à ça. Je pense qu'on doit aller vers ce côté-là. Parce que la population sait que l'utilisation de ces sachets-là, ça nuit gravement à notre santé et puis à la perturbation de nos écosystèmes. Alors, voilà. Quelles sont les actions que votre ONG fait pour réduire l'utilisation des sachets plastiques? Ok, nous à notre niveau, nous faisons beaucoup d'actions. Tout d'abord, nous travaillons principalement sur 3 axes. Il y a le côté énergie, le climat et puis le développement. Ça, il y a la restauration des écosystèmes. Et puis le 3e volet, ça concerne l'éco-citoyenneté. C'est-à-dire que nous faisons des sensibilisations
bon, dans les écoles, bon, nous avons un programme que nous appelons Programme Écologie et Conscience. C'est un cours que nous faisons dans certains établissements, bon, c'est à petite échelle, où nous avons formé à peu près plus de 50 000 jeunes ambassadeurs sur les gestes éco-responsables. Comment est-ce qu'il faut, par exemple, tu bois un Purata, par exemple, tu ne vas pas jeter ça dans la rue, tu mets ça dans une poubelle. Donc c'est ce truc-là que nous enseignons aux tout petits afin qu'ils puissent acquérir ces gestes éco-responsables. Voilà, à part ça, souvent durant nos différentes activités, il y a des activités que nous organisons souvent pendant les vacances que nous appelons festival agro-bioculture. Souvent lors de ces événements-là, on interdit l'utilisation de tout ce qui est plastique, tout ce qui est sachet plastique, tout ce qui est eau en plastique, on interdit ça. Donc nous mettons plus de l'eau robinet qu'on amène et puis on distribue des gourdes aux gens. Eux-mêmes prennent ces gourdes là pour puiser de l'eau. Donc c'est l'une aussi des mesures. Des fois aussi on fait des campagnes de mobilisation contre l'usage des sachets plastiques. Donc c'est toutes ces activités là que nous menons. Nous avons aussi une unité de production de recyclage de recyclage des déchets organiques pour les produire en engrais organiques à utiliser dans le cadre de l'agroécologie. Donc c'est un centre que nous avons à Tico, sur l'une de nos antennes vers Balimé. Voilà, donc c'est toutes ces actions-là que nous faisons. Plusieurs activités que vous menez en ce sens. En tout cas, beaucoup de courage à vous, c'est vraiment louable. Et est-ce que vous aurez des conseils à l'endroit de la population? Oui, évidemment, il y a des conseils. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer de l'utilisation des sachets. Partout, c'est sachets. Partout, c'est sachets. Et donc, qu'est-ce que nous devons faire? Des sachets. Voilà, c'est ça. Donc, nous appelons, généralement, lorsqu'on parle d'environnement, nous parlons de la théorie des 4 R, c'est-à-dire que nous devons réduire. Donc, c'est-à-dire que c'est un changement de comportement que nous devons faire. C'est un engagement qu'on doit prendre. Je dois réduire l'utilisation de sachets plastiques. Alors, quand j'utilise un sachet là, je peux utiliser ça plusieurs fois pour faire d'autres choses. Pas besoin d'accumuler. J'utilise ce sachet là aujourd'hui, je prends encore un autre nom. Des fois, mais quand moi je vais pour acheter certains trucs, des fois, je demande de ne plus, parce qu'il y en a tellement, je demande de ne plus me donner les sachets. On doit avoir ces gestes-là. C'est des réflexes que nous devons avoir. Voilà. Maintenant, à part ça, j'ai pas du premier R, réduire. Et l'autre R, c'est de recycler. Voilà. Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a ces initiatives-là de certains jeunes où on recycle certains sachets-là, on le transforme à d'autres matières. Donc, il y a la question aussi du recyclage qui est là-bas. Maintenant, j'ai parlé de réduire, recycler. Maintenant, on peut réemployer, disons, ces sachets-là. Ou bien, par exemple, quand je prends les bouteilles d'eau, on peut les réutiliser encore plusieurs fois. Voilà, on peut les réutiliser dans le circuit. Et ça nous parle de question de l'économie circulaire. Voilà, ça rentre aussi dans le cadre du recyclage. Voilà. Donc, c'est toutes ces actions-là que nous devons mener pour pouvoir limiter la pollution plastique dans le monde. Pour protéger notre environnement. Merci beaucoup, Monsieur Fomessi Kossi Kouma, d'être passé sur ce plateau. Voilà, c'est la fin de cette émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié sur cette émission avec nous. On se donne rendez-vous demain matin à partir de 10h30. Surtout, ne zappez pas car nous avons plusieurs programmes pour vous. Au revoir.